Cette émission est enregistrée quelque part sur la rue Saint-Jacques à Shawinigan. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Ce soir, dans le sous-sol de GNOvision.tv, on s'arrange comme on peut. Quelqu'un que l'on veut dans son équipe, un organisateur qui s'implique dans sa communauté, Luc Harvizet. On jase avec Alex Hamel, confiné à Saint-Tite. Il nous présente Catherine Etier. Et tout ça chez Norm! Pour vrai. Mesdames, Messieurs, Normand Lachol. Salut et bienvenue chez Norm. Cette fois, c'est vraiment chez Norm. On est dans le sous-sol chez moi, dans mon studio. C'est là où on fait les montages des émissions et des différents contrats qu'on a. Et aujourd'hui, on a une petite vidéo chez Norm à la franquette, chez Norm en confinement. Et juste avant de commencer tout ça, on va vous présenter une petite pub d'un de nos commanditaires. On se revoit après la pause. Je serais tellement fier de voir tous les défis qu'on a relevés ensemble, de voir qu'on est toujours aussi soudés, de voir qu'après toutes ces années, nos valeurs n'ont pas changé. Tu nous as toujours dit de faire les choses avec cœur, avec passion, et d'accueillir tout le monde comme un membre de la famille. Je peux te dire que grâce à ce que tu as bâti, on a la chance de savoir d'où on vient et la fébrilité de savoir où on va. En ces temps difficiles, Groupe Vincent vous offre tout son soutien. Et re-bienvenue, et mesdames et messieurs, j'ai quelqu'un d'extraordinaire à vous présenter. Ils sont tous extraordinaires, ceux que j'invite. Et c'est un homme que j'ai rencontré dans le temps, il y a longtemps, dans le temps où on faisait des vidéos pour la course de canot, cyclo-canot rodéo. Et c'est là que j'ai entendu parler de ce bonhomme-là, qui est un gars qui est impliqué depuis longtemps. Mesdames et messieurs, je vous présente Luc Harvizet. Salut Luc. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. On te voit, tu es à ton bureau avec la bonne franquette, avec le iPad. Oui, en fait, je suis à mon bureau. Effectivement, je suis devant mon iPad. Toi, tu es devant ton ordinateur. On est dans un contexte exceptionnel, jamais vécu par personne. Oui. C'est-à-dire en plein milieu de cette crise du COVID-19, où chacun est en principe chez soi. Moi, malgré tout ça, je suis à mon travail chaque jour depuis que le confinement est commencé. Donc, moi, je suis venu à mon bureau tous les jours. C'est sûr que le centre d'entrepreneuriat, c'est un immense édifice de 145 000 pieds carrés qui, normalement, regroupe au-dessus de 250 personnes qui travaillent ici à tous les jours. Et depuis 2 semaines et demie, 3 semaines, on est à peine 6. Wow. On est à peine 6 dans la bâtisse. Donc, assurément que le milieu, la place ici est très sécure pour nous. Il n'y a aucun danger de tomber en situation problématique au niveau de la santé. On a des gens de ménage et d'entretien qui sont ici à tous les jours et qui s'activent à garder l'endroit sain d'un côté sanitaire, là. Donc, là-dessus, on n'a pas de problème. Donc, moi, je suis ici au travail. C'est pas le boulot qui manque parce que dans le contexte actuel de la mise en pause de l'économie, ça affecte énormément d'entreprises, des commerces, des entreprises de services, des entreprises manufacturières qui voient leur quotidien bouleversé, qui voient pour certains leur compte à recevoir être étiré, leur compte à payer à être raccourci. Et donc, ça crée des situations sur la liquidité des entreprises qui est très problématique. Et toute mon équipe est au travail. Certains sont en télétravail, d'autres sont sur place au bureau. Et on est à pied d'œuvre à recevoir les demandes des entreprises, à les analyser et à faire le mieux et le plus rapidement possible pour être capable d'aider ces entreprises-là. Donc, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Moi, je suis dans le développement économique, particulièrement ici à Shawinigan, depuis 1994, et j'ai jamais vécu une situation comme celle-ci. Et je pense qu'on va s'en parler encore pendant des années et des années, une fois qu'on en sera sorti. On espère le plus rapidement possible.
Mais c'est une situation particulière. Et même ton émission, hein, je sais, tu as tout ton décor ici normalement. Tu enregistres cette émission-là devant audience. Et là, ben là, on fait ça de façon virtuelle. Donc, ça illustre en même temps dans quelle situation on est tous toutes placés. Est-ce que tu trouves que les entrepreneurs de Shawinigan, c'est des gens quand même qui sont assez résilients? Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de positivisme face à toute la reprise qu'il va y avoir et tout ça, les gens qui sont arrêtés en ce moment, là? Oui, bien sûr. En fait, on entend, oui, de la résilience, oui, de la détermination à passer à travers, mais de l'inquiétude aussi, bien sûr. Oui. Des gens qui sont inquiets parce que l'incertitude amène son lot d'inquiétude. Hein, quand tu es pas sûr quand est-ce que ça va prendre, etc. Même si là, on a des petits signaux qui nous donnent... tu sais, on est quelle date aujourd'hui? On en perd le fil. On est le 15 avril. Donc, on a des signaux positifs qui nous font croire qu'il y a un retour, j'allais dire à la normale, mais sera normale. Une nouvelle normale? En fait, oui, c'est ça, une nouvelle normalité. Mais en tout cas, il y a un retour qui semble poindre un peu, même s'il y a encore des incertitudes. Mais oui, beaucoup de résilience, beaucoup de détermination, beaucoup d'adaptabilité, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent continuer à œuvrer et qui ont réussi à adapter leurs opérations, leur manière de faire les choses pour... bien sûr, induire de la sécurité pour le personnel, parce qu'à prime abord, c'est ce que ça prend. Parce qu'il n'y a personne qui veut que son prochain tombe malade et soit aux prises avec cette maladie-là. Donc, beaucoup d'imagination et de détermination à rendre, donc, comme je le disais, le milieu de travail sécure, mais aussi à rendre leurs services et leurs produits disponibles. C'est-à-dire en imaginant des nouvelles façons de distribuer, de nouvelles façons de rendre accessible, de nouvelles façons d'être en contact avec les gens. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on aura réussi à découvrir, même si on le savait un peu, mais toute cette possibilité-là qu'offrent les nouvelles technologies d'être en contact, d'être en rencontre, des rencontres en vidéoconférence, là, j'en ai comme j'en ai jamais eu dans ma vie. Et on voit que oui, le contact humain, la proximité est importante, mais en même temps, on est capable de faire avancer des choses, on est capable de réussir des choses grâce à ces nouvelles technologies-là. Donc je vois beaucoup de capacité d'innovation, de capacité de trouver des solutions. On dit souvent la nécessité est la mère de l'invention. On dirait que c'est beaucoup ce qu'on voit actuellement. Mais, surtout que vous êtes au Centre entrepreneurial Alphonse Desjardins de Shawinigan, il y a beaucoup de gens qui commencent, c'est des nouvelles entreprises. Puis souvent, comme tu dis, il y a l'incertitude. Mais par contre, ils sont je trouve que j'ai vu quelques-uns d'entre eux qui ont quand même, qui se sont réinventés, qui ont trouvé des nouveaux produits, des nouveaux services. Comment ça va? Le plus bel exemple, je pense, de ça, un exemple qui illustre bien ça, c'est Eric qui a un atelier d'usinage ici dans l'incubateur. C'est lui qui a fait notre logo, justement. Puis c'est lui qui fait des visières pour le secteur de la santé. Ah oui. Tu sais, celui qui est pas celui qui fait des designs de logos, là, mais Eric qui a l'atelier d'usinage ici là, dans l'incubateur. Je dis ici parce que c'est à côté de mon bureau quasiment. Oui. Là. Ben, il s'est mis à faire des visières protectrices pour les employés, le personnel du secteur de la santé. C'est pas ça qu'il fait dans la vie. Mais là, il y a eu une occasion parce qu'il y avait plus de contrat, naturellement. Et là, il y a eu une occasion de dire, ben moi, avec le talent, avec le talent que j'ai, avec les capacités que j'ai, puis avec les contacts que j'ai au niveau de mes fournisseurs, mais aussi du côté du service de la santé, je suis capable de me revirer de bord puis de faire quelque chose de complètement différent de ce que je fais d'habitude. Puis là, il a fait des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de visières. C'est un bel exemple. Il y en a d'autres aussi, tu sais, des entreprises, peut-être plus dans le secteur du numérique, qui continuent à travailler. On les voit pas ici. On les voit pas parce que ils sont chacun chez eux. En télétravail. Ils sont chacun chez eux, en télétravail, mais ils continuent à desservir leur clientèle. Je pense à IS Data, qui œuvre notamment dans le domaine de la santé.
mais d'autres entreprises aussi dans le tissu économique de Shawinigan. Je parlais la semaine dernière avec Chantal Trépanier de Conibox, Sim Conibox, qui est localisé... Qui ont fait quelque chose de très extraordinaire, là. Ben oui, ben qui sont sur la 5e rue de la Pointe, comme il faut l'appeler maintenant, au centre-ville, à Shawinigan. Ben, il n'y a personne qui est mis à pied à ce moment-ci. Tout le monde est au travail, mais ils ne sont pas en travail au bureau. Il n'y a plus personne au bureau sur la 5e. Ils sont tous... Chantal, elle les a tous installés avec 2 écrans chez eux. Ils sont tous fonctionnels, capables de travailler à partir de la maison, capables de desservir leur clientèle de grands donneurs d'ordre, de sous-traitants. Donc, c'est des exemples comme ça d'entreprises manufacturières qui ont adapté aussi leur manière de faire les choses sur le plancher pour réduire la proximité physique des gens, pour aller dans le sens des directives qui sont données. Donc, on voit beaucoup ça. On le voit ici, bien sûr, malgré que je dis qu'on est juste 6 dans bâtisse, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est 6 dans bâtisse, que toutes les entreprises qui sont ici sont tout d'un coup arrêtées. Bien sûr, les entreprises respectent les directives, des entreprises à service essentiel, mais ceux qui sont capables de faire du commerce en ligne, qui sont capables de faire des affaires en ligne, peuvent continuer à desservir leur clientèle. Et c'est beaucoup ce qu'on voit là. Et puis au niveau de la ville, l'effectif est réduit un petit peu. Est-ce que tout le monde va bien à la ville? Bien, moi, on a des rencontres de comités de gestion du côté de la ville de façon très régulière. On en a, je pense, à tous les 2 jours. Donc, je vois, entre guillemets, mes collègues directeurs de la ville régulièrement, mais à travers un écran comme on le fait, moi et toi, en ce moment. Donc, on est en rencontre vidéoconférence. Pour le reste, oui, il y a eu des gens qui ont été en arrêt de travail. J'en ai eu dans mon équipe de développement économique, mais ça a duré 1 semaine. Ils sont revenus au travail parce qu'on a beaucoup de dossiers à traiter. Et on a eu un nouveau fonds qui nous a été octroyé par le gouvernement du Québec, le FLI additionnel, comme on l'appelle dans son jargon interne. Donc, ça a amené son flot de demandes. Donc, mais du côté de la ville, il y a beaucoup de détermination à continuer à assurer le service aux citoyens, autant le citoyen individuel que le citoyen entrepreneur, de ne pas avoir d'interruption de service et de continuer à être présent, malgré qu'on ne peut plus l'être de la même manière. Je ne peux pas décider, là, je veux rencontrer les gens comme Chantal Trépanier, que je donnais l'exemple, de Sim Conibox, je ne partirai pas avec ma voiture pour aller la rencontrer à son bureau. On s'envoie des textos, puis on se fait des FaceTime, on se fait des Zooms comme ça pour être capable de se parler, comme avec plusieurs autres. C'est la même chose avec mon équipe. On a des réunions de mon équipe de développement économique là, tous les jours, quotidiennement, à 8h30. On prend 1 heure pour faire le tour des dossiers, pour faire le tour des choses. Et on le fait tout par vidéoconférence. Même si j'en ai 2 qui sont sur la mezzanine au-dessus de moi, ils viennent pas dans mon bureau. Ils sont devant leur écran. Et puis, on est tous en Zoom. On est les 8 là en écran et on est capable de faire avancer nos trucs. Donc le moral est bon. Bien sûr, on s'est jamais levé les mains comme on le fait présentement, peut-être. Là. On suit les consignes à la... Et, il y a un truc que je me demandais, parce que Montréal est un peu en panique, parce que Montréal, ça va pas bien. Puis il parlait qu'il y avait près de la moitié des petits commerçants qui fermeraient peut-être leurs portes. Au niveau ici, Shawinigan, est-ce que c'est pas aussi grave? Y a-tu... c'est pas aussi... Je veux pas avoir des lunettes roses non plus. Hein. Je veux pas laisser entendre que tout va bien pour tout le monde et qu'il n'y aura pas de séquelles ou qu'il n'y aura pas de conséquences. Assurément que certains la trouvent plus difficile. Je crois que c'est le cas avec certains restaurants, par exemple. Oui, certains se sont organisés pour être capables de continuer à desservir une clientèle, soit en livrant, en prenant des commandes en ligne, mais c'est pas tous les restaurants qui le font. Alors, c'est sûr que quand tu es propriétaire d'un restaurant, mais comme de commerce de détail aussi, là, et que le loyer rentre à tous les mois et que tu as plus la source de revenus qui te permet d'assumer les dépenses qui viennent avec, c'est inquiétant. Donc, je ne veux pas prétendre
qu'il n'y aura pas de conséquences, loin de là. On essaie de les minimiser le plus possible. C'est pour ça qu'on a mis rapidement, du côté de la ville, on a été un des premiers territoires de la région là, à annoncer des fonds. En fait, on a redonné un nom, les mesures financières d'urgence, à des fonds dont on avait, et on a dédié des montants d'argent pour supporter les entreprises dans leurs problèmes de liquidité. Et quand le FLI additionnel est arrivé, bien, ça vise exactement la même chose. Donc, on essaie pas de prendre la place des programmes que le gouvernement a mis en place, mais on essaie plutôt de faire le pont entre le moment présent et le moment où l'argent de Québec ou d'Ottawa va arriver. Bien, j'ai quand même des choses urgentes à régler. Donc, on essaie d'être là. C'est pour ça qu'on se place dans des situations d'intervention qui oscillent entre 5 et, mettons, 30 000 $ pour donner le coup de main tout de suite, le temps que le reste arrive, parce qu'il y a eu des mesures super intéressantes qui ont été mises en place autant par le Canada que par le Québec. Mais oui, on travaille fort à aider les entreprises à passer au travers, mais je peux pas prétendre qu'il y aura pas des mauvaises nouvelles, mais pour l'instant, on se croise les doigts puis on essaie de faire en sorte que le tout se passe pour le mieux et que tout le monde ou la majorité puisse passer à travers. Là. Je pense que ce qui est plus dur pour les entrepreneurs, c'est vraiment le fait qu'ils annoncent plein de trucs, mais c'est quand même pas, c'est pas très détaillé. Puis quand on cherche, on a de la difficulté à trouver un peu aussi. Puis je pense que c'est important que des organismes, le gouvernement local, la ville, puisse aider justement ces gens-là à se retrouver dans tout ça, là. Ben, c'est l'objectif qu'on vise parce que je l'avoue, effectivement, il y a beaucoup de mesures qui ont été annoncées. Beaucoup de mesures qui ont été annoncées rapidement pour répondre tout de suite à des besoins, mais des fois, il y a un délai entre le moment où tu dis tu fais ça, puis que la machine se met en branle, puis que tout est huilé, puis que tout peut commencer, puis que les premiers chèques peuvent sortir. Fait que oui, ben, c'est notre rôle, au-delà de regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'intérieur des moyens limités quand même qu'on a là, pour aider les entreprises, mais comment on peut être nous-mêmes, comment on peut bien connaître ces programmes-là pour être capable justement d'aider l'entrepreneur qui, tu as raison, quand on regarde tout ce qui sort, bien, ça peut apparaître un labyrinthe où on s'en sortira jamais parce que on ne sait plus où, quelle porte frapper, etc. Ça. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'essayer de bien comprendre puis de simplifier les choses. Il y a des mesures annoncées par Québec ou par Ottawa, puis des fois, c'est aussi simple que d'aller cogner à la porte de la banque. Puis c'est la banque qui est la courroie de transmission pour initier telle intervention, que ce soit une garantie de prêt ou un prêt. Donc, c'est notre job d'être capable, quand un entrepreneur nous dit « j'ai besoin d'un montant X », ben OK, où c'est qu'on peut le trouver, ce montant X-là? Quel programme on peut mettre à profit? Puis, si c'est 50 000, bon, on peut trouver 10 là, 15 là. Puis finalement, nous, le bout qu'on peut faire, c'est 5, c'est 10, parce qu'on peut pas faire 50. Mais on peut trouver où c'est qu'on peut trouver on peut trouver les endroits où on peut dénicher des montants ou des programmes qui peuvent aider pour qu'on se ramasse collectivement, là, avec plusieurs intervenants, aux 50 qu'on a besoin, par exemple. Puis ce qui est un peu particulier de tout ça, c'est que vous apprenez jour à jour ce qui arrive, parce que les gouvernements, ça change à chaque jour, là. Ben, en fait, il y a un titre d'un texte de Patrick Lagacé dans la presse il y a une couple de jours, une couple de semaines, et le titre, c'était « Construire l'avion en plein vol ». C'est bon, ça. Et j'ai trouvé que c'était tellement ça. C'est en plein ça. Alors lui, dans le cadre de ses entrevues, c'est une infirmière, donc parlant du réseau de la santé. On est en train de construire l'avion en plein vol. Mais au niveau économique, c'est un peu la même chose. C'est comme si on est en train de construire l'avion en plein vol, puis qu'il y a des nouveaux morceaux qui nous apparaissent à tous les jours. Puis là, il faut être capable de les faire, excusez l'anglicisme, mais fitter, les faire arriver. Mais c'est un peu ça le sentiment, c'est que oui, là, on dirait que ça s'est calmé un peu là, dans les derniers jours, là, en termes d'annonces de mesures. Mais quoi, quand je dis ça, puis encore aujourd'hui, le fédéral a adapté une de ces mesures pour la rendre encore plus accessible. Fait que je dis que c'est plus calme, puis en même temps, c'est pas vrai, ça n'arrête pas à tous les jours. De construire, d'ajuster, etc., pour que on puisse, en fait, les gouvernements, c'est ce que je comprends, ils essaient de faire fitter le plus de monde possible dans ces nouvelles mesures-là
pour pas que il y a de laisser pour compte, pour pas que... Puis c'est pas facile à faire, mais je pense que c'est ça l'objectif qu'ils essayent de faire, là. Vers la fin de l'entrevue, oui. je vais mettre les informations pour les gens là, qui puissent aller découvrir un peu vos services et tout ça, puis comment communiquer avec vous. Mais là, j'aimerais ça parler un peu de toi, Luc, oui. Parce que tu es natif de Shawinigan. Oui. T'es né... homemade. Homemade. T'étais dans quel quartier, dans quel coin? Moi, je suis né... mes parents... J'ai fait à peu près toutes les paroisses qu'on appelait à l'époque, là. De la vieille ville de Shawinigan, avant fusion. Là. Oui. Moi, je suis né à Saint-Marc, mais j'ai zéro souvenir de là. Mes premiers souvenirs d'enfant remontent sur la rue Bellevue, dans la paroisse Sainte-Croix. OK. Puis après ça, sur la même rue Bellevue, mais dans la paroisse Saint-Charles-Garnier, qu'on appelle maintenant Shawinigan-Nord. Oui. Après ça, j'ai vécu un bon bout de temps au centre-ville, à Shawinigan. Tu te souviendras probablement, l'escalier... Oui, à l'arrière du bas de la ville en haut, à Saint-Pierre, en plein milieu, il y avait une maison. Ben, elle existe encore, mais à l'époque, elle était jaune. Aujourd'hui, elle est bleue. La maison de la famille Beaulac. Oui. Ben, moi, quand j'étais jeune, j'ai resté là. Quand j'étais ado, là, on a resté au 2e étage en haut de Guy Beaulac. Il y avait un appartement. Ouais, puis on a resté dans cette maison jaune-là. Donc, moi, j'ai resté au centre-ville plusieurs années. Puis après ça, on s'est en allé au Christ-Roi. J'ai resté sur la rue Frigon, au Christ-Roi. Donc, j'ai fait plusieurs périodes. C'est pour ça que je connais bien du monde, à peu près toutes les paroisses de Shawinigan. À l'école, tu étais quel genre d'étudiant? Mettons primaire au début, là? Au primaire, je pense que c'était un petit gars tranquille. Un petit gars tranquille, mais un petit gars sportif. Okay. Je faisais du sport, je jouais au hockey. L'été, je jouais au baseball. J'aimais le sport, le football. J'ai fait à peu près tous les sports. J'étais un gars sportif. Puis un gars sportif, mais sport avec du monde. Donc, j'ai toujours joué des sports d'équipe. Donc, dans ton équipe de baseball, tu étais dans quelle équipe? J'ai joué, dans le temps, là, je restais au Christ-Roi, fait que je jouais au baseball pour une équipe du Christ-Roi. C'était-tu les bruns et oranges? Genre là, écoute, les ours terrains où on jouait, là, c'est les terrains où il y a le Saint-Hubert aujourd'hui, à Shawinigan, puis où il y a le McDo, là, puis ce coin-là, là. Il n'y a pas de magasin dans le temps, là, c'était des terrains de baseball qu'il y avait là, puis on jouait au baseball là, puis on jouait une gang de chums, là, l'été, on jouait au football en plein milieu de la piste de course. Là, aujourd'hui, il y a le Tim Horton, puis la Banque nationale, puis la SAQ, tout ce coin-là, là, c'était un terrain de jeu qu'il y avait là. Ben oui. Fait qu'on jouait au football là, fait que j'ai fait beaucoup de sport. Donc, j'étais quelqu'un beaucoup tranquille, mais beaucoup impliqué en termes de sport puis en termes d'activité avec du monde. Au secondaire, je suis devenu un peu moins tranquille. OK. T'es allé à Polyvalente des Chutes? Non, je suis allé au séminaire. Ah, OK, au séminaire. Ouais, je suis allé au séminaire. J'ai fait les 5 années au séminaire. Sainte-Marie, puis écoute, secondaire 5, j'ai été le président du conventum. OK. J'étais le président du conventum au séminaire, donc ça a été une belle époque. Moi, le secondaire, j'ai des souvenirs incroyables du secondaire avec des amis que je me suis fait là, puis que je vois encore aujourd'hui, là. Donc, je restais au Christ-Roi dans ce temps-là, puis on prenait l'autobus, puis l'autobus, ça nous amenait à l'école, au secondaire, au séminaire. Puis après ça, j'ai fait mon cégep à Shawi. Donc, j'ai fait mon cégep à Shawinigan en administration. Puis après ça, l'Université du Québec à Trois-Rivières en administration aussi. Est-ce que tu avais toujours cette... t'avais-tu ça en toi de donner des services aux autres puis essayer d'aider les autres comme tu fais en ce moment? Je pense que oui. J'ai toujours été quelqu'un... j'ai toujours été quelqu'un de communautaire. Quelqu'un de gang. Encore aujourd'hui, avec ma gang d'amis, quand il y a des choses organisées, je suis souvent au front pour organiser les affaires. J'ai ça en dedans de moi, là, puis j'aime ça, moi. Quand c'est le temps d'organiser les affaires, là, j'organise ça, moi, party, puis je t'organise ça, une sortie, puis j'organise. On va faire du vélo à toutes les années, ben pas cette année, parce qu'on peut pas aller en Virginie, là, au mois d'avril. Mais c'est moi qui est comme le maître organisateur du séjour. C'est moi qui ai le point de contact avec celui à qui on loue la maison en avril. En Virginie. Donc, j'ai toujours été comme au cœur d'organiser quelque chose. Donc, mais toujours pour rendre service, pour que il y ait un esprit de groupe qui se crée. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de très social et très sociable sur ce plan-là.
Fait que oui, j'ai toujours été organisé. Puis t'avais déjà cette qualité-là de reconnaître les gens qui pouvaient faire des choses ou c'est venu par la suite avec l'expérience? Je pense que ça vient avec l'expérience, ça. Je pense que ça vient avec l'expérience d'être capable de se connaître soi-même, puis deux, d'être capable aussi de détecter des forces. Je pense que c'est quelque chose que j'ai développé au fil des années, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé, d'être capable de reconnaître des forces dans les gens, puis d'être capable de mettre ces forces-là au service d'une cause, au service de quelque chose, pour que ça nous amène encore plus loin, qu'on fasse mieux encore. Donc, mais peut-être que je l'avais sans trop le savoir, puis mais que c'est quelque chose qui méritait d'être poli, tu sais, avec l'expérience. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'est développé avec l'expérience. Parce que je pense que c'est une belle qualité d'être capable de faire rayonner les gens qui ont des talents, puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, parce que c'est beaucoup d'humilité en partant, puis aussi une vision, aussi. Des fois, même ces personnes-là ne le savent pas, qui sont capables de faire tout ça, là. Ben, tu sais, tu parles d'humilité, là, je pense que c'est s'il y a une qualité qui est belle pour quelqu'un à avoir, c'est effectivement l'humilité. Oui, tu peux avoir de l'ego, oui, tu peux vouloir être déterminé, vouloir réaliser des choses, mais en même temps, il faut que tu sois humble dans tout ça, parce que c'est souvent là que les résultats sont encore plus probants, plus importants. Puis j'ai toujours pensé que quand tu réussis des choses avec d'autres mondes, c'est encore plus le fun que quand tu le fais tout seul. Ben oui. Parce que tu peux le partager avec des gens, tu peux... Puis en même temps, je pense que c'est le fun de voir quelqu'un dans ton entourage qui a réussi quelque chose, puis que tu as peut-être eu juste un petit bout pour l'aider, là, mais que, pouf! Tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, de voir que... Puis quand... Moi-même, tu sais, des fois, je reviens puis je dis à ma blonde, hey, aujourd'hui, j'ai eu une journée formidable, je suis fier de ce que j'ai fait. Mais je pense que ça me rend encore plus fier quand quelqu'un vient me voir pour me dire, hey, Luc, tu sais pas quoi, j'ai fait ça, etc. Puis c'est le fun de voir la fierté des gens aussi quand ils sont contents d'eux. Puis c'est quelque chose que j'essaye de retrouver dans ce que je fais à tous les jours. Puis là, en 85, ce que je coupe un peu le sujet parce qu'on va y revenir. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. En 85, tu as quitté Shawinigan, c'est ça? Oui, quand j'ai eu fini, en fait, oui, c'est ça. Quand j'ai eu terminé l'université, en fait, moi, j'ai fait mon cours à l'université à Trois-Rivières. Et à ce moment-là, je demeurais à Trois-Rivières en appartement, mais tu sais, la semaine, les fins de semaine, je revenais à Shawi. L'été, je revenais à Shawi. Sauf 2 étés que je suis allé travailler à Banff, en Alberta. Mais en 85, quand j'ai eu fini mon université, la première job que je me suis trouvé, c'est à Montréal, pour les restaurants Giorgio. Ah oui? Donc, pour les restaurants Giorgio, comme assistant gérant de restaurant. Et le chemin de la vie m'a amené à Drummondville à un moment donné. Et j'ai été à Drummondville à peu près pendant 8 ou 9 ans. J'ai vécu à Drummondville, travaillé à Drummondville. Même que pendant ces 8-9 ans-là, j'en ai passé 2 à travailler à Ottawa. Parce que l'entreprise pour laquelle je travaillais à Drummondville, on a ouvert un bureau à Gatineau. Et moi, j'ai choisi d'aller vivre du côté anglophone d'Ottawa pour encore améliorer mieux l'anglais que je possédais déjà un petit peu pas pire. Mais j'avais choisi d'aller vivre du côté d'Ottawa. Donc, j'ai été 2 ans à Ottawa, mais les fins de semaine, je revenais à Drummondville parce que ma blonde, du temps, restait à Drummondville. Et après ça, j'ai travaillé pour une organisation qui existe encore, qui s'appelait à l'époque le Groupement québécois d'entreprise, qui s'appelle aujourd'hui le Groupement des chefs d'entreprise du Québec, qui est situé à Drummondville, qui regroupe à l'époque, il y avait 500 chefs de PME manufacturières qui étaient membres du groupement, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, ils sont au-dessus de 1500 entrepreneurs du Québec qui sont membres du groupement. Wow. J'ai travaillé là pendant 5 ans tu vas me reconnaître, à organiser des affaires pour eux autres. J'organisais des colloques, j'organisais des congrès, j'organisais des événements. J'étais le directeur des activités provinciales. Donc, c'était ça ma job, organiser des patentes, des réunions pour les chefs d'entreprise. Et à un moment donné, à peu près en 93-94, si tu te souviens, là, tu sais, c'était une époque à Shawinigan où il y avait beaucoup de feux.
Oui, oui, oui. D'édifices qui brûlaient beaucoup. Puis mes amis et les gens de mon entourage qui savaient que je venais de Shawinigan, me posaient toujours la question, mon Dieu, Luc, qu'est-ce qui se passe à Shawi, les feux, puis tout, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que un moment donné, ça vienne réveiller une fibre en moi de dire, moi, je viens de Shawinigan, je suis parti de ma ville, je fais autre chose ailleurs, j'aimerais ça revenir à Shawinigan. Puis j'aimerais ça pas faire n'importe quoi, j'aimerais ça travailler en développement, je te jure que c'est vrai, là, en développement économique, j'aimerais ça être commissaire industriel. À un moment donné, un week-end, je descends chez ma mère, qui restait toujours à Shawi, je lis l'hebdo du Saint-Maurice, qui s'appelait peut-être l'Écho du Saint-Maurice dans le temps, je me souviens plus, là, c'était en 94. Je fais ma mère un dimanche, je lis l'hebdo, et là, je lis que le commissaire industriel de la CDE de Shawinigan, du centre de la Mauricie, a quitté, puis qui n'est plus là. Puis que là, moi, ça a fait, ah ben, tabarouette. La CDE de Shawinigan a un poste de disponible comme commissaire industriel. Le lundi matin, j'ai appelé le directeur de l'époque et je lui ai posé la question. J'ai dit, je viens de Shawinigan, j'étais chez ma mère à la fin de semaine, j'ai été frotté, là, mais c'est ça que ça prend dans la vie des fois, là. J'ai vu que votre commissaire industriel a quitté et j'aimerais savoir, est-ce que votre poste est comblé? Il m'a répondu non, il n'est pas comblé, on est en recrutement. Puis je te jure que c'est vrai, j'y ai répondu, cherchez plus, je suis votre homme. C'est bon. Puis c'est de ça qu'ils ont besoin, quelqu'un qui a confiance. C'est ça. Fait que là, il m'a dit, t'es qui, toi? Fait que là, j'ai expliqué qui j'étais, qu'est-ce que je faisais dans la vie, etc. Puis il m'a dit, envoie-moi ton CV. J'ai envoyé mon CV, j'ai été convoqué en entrevue. Et ça, on est en février ou mars 1994. Et la journée de mon entrevue, je dois partir de Drummondville pour aller à Québec parce que le prochain congrès du groupement se passe au Château Frontenac à Québec et j'ai des affaires à aller faire au Château Frontenac. Puis après ça, je pars de Québec et je descends à Shawinigan. Et c'est une journée de tempête de neige. Comme tu croiras pas ça, proche de la tempête du siècle. Il neige tellement que la gang de Shawinigan sont convaincus que je viendrai pas à l'entrevue. Je suis allé à l'entrevue. Je voulais tellement, là. Je suis parti de Québec à travers la tempête. Je suis arrivé. J'ai passé l'entrevue. Puis pas longtemps après, ils m'ont appelé puis ils ont dit Luc, c'est toi qui as le job. C'est bon. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé comme commissaire industriel pour la Corporation de développement économique du centre de la Mauricie à l'époque, la CDE, l'ancêtre du CLD. Oui. Donc comme commissaire industriel en 94, puis à l'été 95, au mois de mai, j'étais nommé directeur général par intérim, confirmé après ça en septembre comme directeur général. Puis là, j'ai fait un bon bout en développement économique. Après ça, j'ai travaillé pour le Fonds de solidarité comme directeur de l'antenne régionale du Fonds de solidarité en Mauricie, centre du Québec. Après ça, au Festival Western à Saint-Tite. Ben oui. C'est peut-être là qu'on s'est croisés, c'est ça. J'ai été directeur général du Festival Western à Saint-Tite avant de revenir en développement économique pour Shawinigan. Donc, je suis revenu à Shawinigan en 94, je suis jamais parti. Puis je partirai jamais. Quand tu organises des affaires, parce que vous organisez des grosses affaires des fois, là, est-ce que, tu sais, on a toutes des peurs des fois, y a-tu des moments où tu te dis, voyons, c'est-tu trop gros ou t'es toujours prêt à foncer? Ben, oui, des fois, on a le vertige un peu là, dans des affaires qu'on a organisées. Sauf que quand tu es entouré de monde et que tu réussis à trouver du monde avec qui travailler pour organiser des trucs, ça rend les choses tellement faciles. C'est sûr que si tu es tout seul et que tu vas pas chercher autour de toi ça fait que tu peux écraser sur la lourdeur de la tâche. Puis je pense que c'est toujours ça, le secret quand on organise des choses, c'est de réussir à s'entourer, d'aller chercher des gens qui ont des forces, qui viennent compléter les tiennes, qui viennent compléter tes faiblesses, puis que tu crées un esprit de corps, puis qu'ensemble, t'organises. J'ai été sur le comité organisateur de la Coupe Mémorial en 2014, quand les Cataractes l'ont gagné. J'étais sur le comité organisateur, puis j'avais tout un comité à organiser, à amener. Et
si je l'avais fait tout seul, je ne serais jamais arrivé. Je serais mort vivant. Mais je suis allé chercher des gens avec qui j'avais déjà travaillé au Festival d'été de Shawinigan, des gens que j'avais déjà travaillé à telle place, puis je connaissais, pour tel truc, lui, elle va être bonne, lui va être bon. Puis on s'est formé un comité, puis on a eu tellement de plaisir, là. Tous les événements à côté du tournoi de hockey, là, ça faisait partie de mon comité. C'est-à-dire tous les spectacles le soir sur le chapiteau au centre-ville, le FanFest, toutes les tailgates dans le stationnement de l'aréna avant les matchs. Tous les événements qui ont eu lieu à l'espace Shawinigan, on avait le temps de la renommée qui était là, il y avait des jeux qui étaient là, les événements de la CHL, là, c'est-à-dire le banquet d'ouverture, la remise des trophées à un moment donné. Bien, tout ça, c'était tout dans mon comité. Mais je n'étais pas tout seul pour faire ça parce que je n'aurais jamais été capable de le faire tout seul. Mais on était un groupe, comme je le dis, des gens avec qui j'avais déjà travaillé à organiser d'autres trucs, puis que je savais qu'ils étaient des gens qui avaient des forces pour tel truc. Quelqu'un au niveau organisationnel, monter des chapiteaux, monter des il n'y a pas meilleur que ce gars-là. Viens travailler avec nous autres. Toi qui es capable de gérer, mettons financièrement, des trucs, viens travailler, etc., etc. Donc, j'avais réussi à monter une équipe. C'est toujours comme ça que j'ai toujours vu les choses quand on a des trucs à organiser. Faut s'entourer, faut être avec du monde, avec qui on va avoir du plaisir, premièrement, travailler avec eux autres. Puis des gens qu'on sait qu'ils vont être capables de livrer comme on est capable de le faire. Puis moi, pour moi, c'est le secret de bien organiser quelque chose, là. C'est les gens avec qui tu le fais, c'est la condition number one pour réussir. Avec tout ce qui s'en vient, toute la reprise et tout ça, c'est un gros... ça va être un gros mandat que vous allez avoir, toute votre équipe. Comment tu vois un peu... Parce que comment tu voyais ton futur avant que tout ça arrive, puis comment ça a changé par rapport à ce qui vient d'arriver? Et c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question, ça. Hein? C'est bon. Ouais. Honnêtement, on dirait que je me suis pas donné le temps de penser à ça. On n'a pas eu le temps, dans le fond. Que je suis trop dans le tout de suite quotidien en ce moment. Parce que je me rappelle, juste pourquoi que cette question-là m'intéresse, c'est que je viens de monter l'émission avec Nancy et on l'a sorti avant-hier. Non, c'était hier. Et puis Nancy parlait qu'à la mi-mars, il y avait quelque chose de prévu avec le Cénet. Puis avec Heidi, on faisait les tournées des écoles pour aller faire des entrevues avec les jeunes. Et tout ça. Et du jour au lendemain, tout arrête. Les projets sont plus ce qu'ils étaient. Puis là, il faut qu'on se fasse de nouveaux projets. Il faut qu'on pense à une nouvelle réalité. Puis c'est une question qui me tracasse moi-même en tant qu'être humain puis d'homme d'affaires. Puis... ce que je pourrais te dire, là, c'est sûr qu'actuellement, on est dans le quotidien de ce qui se passe. Puis, ça a comme changé la dynamique de comment on faisait les choses avant, sur les projets qu'on travaillait à long terme. Puis là, tout d'un coup, tout ça, c'est tout tombé sur la glace. On travaille un projet de zone d'innovation, là, puis ça fait longtemps, ça fait presque 1 an qu'on est là-dessus, etc. Tout d'un coup, ça a tout tombé sur la glace, parce que là, c'est plus ça là, qui est urgent. Ce qui est urgent, c'est la situation actuelle qu'amène cette crise-là. Mais tantôt, il va falloir réactiver ces patentes-là. Puis la question est, puis je pense que c'est la question que tout le monde se pose, est-ce que dans la vie, on va retomber aussi à pleine face, je vais le dire comme ça, qu'on était, ou si ce qu'on est en train de vivre va nous amener à relativiser des choses, puis à se poser la question sur c'est quoi qui est vraiment essentiel versus de ce qui l'est pas. Je dis pas que le projet de zone d'innovation n'est pas essentiel, c'est pas ça que je suis en train de suggérer, parce qu'il est important. Mais je fais juste illustrer qu'avant, on était là-dedans, par-dessus la tête,
là, il arrive quelque chose qui nous fait mettre ça sur la glace, on passe à autre chose, mais après, oui, on va leur prendre le projet. Mais est-ce qu'on va généralement retomber dans la course effrénée? Oh, ouais. Puis là, je parle pas rien que de moi, puis je parle pas rien que de Shawinigan, je parle de partout, la société au complète, là. Mais la Terre, là, ce qui est particulier de ça, c'est que tout le monde, partout, vit la même chose. Ouais. Parce que je sais que Marc-Antoine, qui est en train de faire le mixage de l'émission, il était au Mexique, il était en Australie, puis quand il est revenu, il me disait, tout le monde pense pareil. C'est juste qu'ils ont différentes cultures, mais on va tous vivre ce questionnement-là de savoir comment on se réinvente après ça, là. On veut-tu retomber dans une course effrénée comme on était? Oui, on va vouloir retravailler des projets parce que les projets, c'est ce qui fait vivre l'humain, je pense. Mais peut-être qu'on va travailler des projets différemment. Ce qu'on voit puis qu'on entend beaucoup, vous l'entendez, vous autres aussi, qui reprend une saveur tellement différente aujourd'hui. Tout ce qui est proximité. Le commerce de proximité, être autosuffisant sur certains produits versus la mondialisation. Juste le problème des masques. Oui, ben oui. Fait que, moi, je crois honnêtement que ça, s'il y a quelque chose dans la façon dont on fait les choses et dont on fait l'économie qui va assurément évoluer plus rapidement que ce que c'était en train de faire, c'est le côté produit local, production locale, là, versus faire affaire avec l'international, puis que tout se fait ailleurs, puis qu'on fait livrer ici. Ben non, quand on tombe dans des situations comme ça, là, on se fait bypasser. Bien, justement, Conibox, tu parlais de Conibox tout à l'heure. Conibox vont sortir un site, ou ils ont sorti un site qui est justement un genre de recherche sur les produits locaux, là. Donc, ça crée... il y a beaucoup de projets qui se faisaient, et là, ça crée comme une bonne occasion de les mettre en ligne. Ben oui, puis je pense, tu sais, on entendait parler déjà, tu sais, les producteurs locaux, les producteurs de proximité, etc. Puis ça avait une certaine résonance. Puis je pense que là, la résonance, ça va être multipliée par 1000 à cause de ce qu'on est en train de vivre. Oui, et je pense que si un bon côté de la présente crise, c'est que ça va assurément accélérer ce changement-là dans nos habitudes de consommation, à faire plus attention le produit que j'achète, il vient d'où? Puis le produit que j'achète, il fait travailler qui? Oui, c'est ça. On va être plus conscient de Je pense qu'on va être plus conscient, puis je pense qu'on va faire plus attention par rapport à ça. Moi, je pense que ça va rester. Fait que oui, peut-être qu'on va voir poindre des projets qui, avant, n'auraient pas suscité la même appétit, qui, à cause de ça, on va voir ça d'une manière différente, puis dire, oh, ça, ce projet-là, oui, il vient amener une production locale, régionale, de tel produit qui est fait ailleurs, outre-frontières. Il vient assurer une certaine autonomie dans nos approvisionnements. Oui, ça va coûter un peu plus cher, c'est pas grave, oui. Je pense que ça va influencer le genre de projet qu'on risque de voir émerger, puis le genre de projet que les gens vont s'intéresser à financer pour les voir se concrétiser. Est-ce que tu as l'impression que le côté... Je suis pas un devin, puis loin de moi la prétention de l'être, là, mais c'est un feeling que j'ai. Est-ce que tu as l'impression que les gens... parce qu'il y avait comme un détachement entre les gens, tu sais, il y avait comme une froideur qui s'est installée avec les années, là, depuis Internet et tout ça. Est-ce que tu penses que ça va ramener les gens à être plus proches, étant donné qu'on est tellement plus loin en ce moment? J'espère. Je pense que c'est déjà ça. J'espère juste que ça va toffer. J'espère juste que, tu sais, des fois qu'on tombera pas engourdi. Ouais. Dans le retour, là, tu sais, qu'on tombe engourdi, puis c'est comme... j'espère que ça va rester. J'espère que... Puis tu sais, on le voit déjà. Moi, on va prendre des marches. Moi, je prends des marches dans mon quartier de ce temps-là le soir, parce que c'est ça qu'on a à faire, là, à peu près, là, quand on est chez nous. Mais il me semble qu'on se salue plus, les voisins. Ouais, c'est ça, hein? Qu'on le faisait avant. On remercie plus aussi. Oui, aussi.
Puis on voit plein d'arcs-en-ciel. J'en vois des portes. Chez nous, on en a un arc-en-ciel. Ma fille a fait un arc-en-ciel. Il est posé dans la fenêtre. On en voit plus. On dirait qu'il y a comme un sentiment de communauté qui prend une importance puis une dynamique différente. Puis je le répète, j'espère que ça va rester. J'espère que ça va toffer. Je pense que oui. Ça serait plate. Oui, ça serait plate que le confort futur qu'on va repogner nous fasse oublier ça. Ça serait plate. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même beaucoup de positifs qui se passent avec toute cette crise-là. Il y a des choses qui... c'est pas juste du négatif qu'il y a, parce qu'il y a des familles, il y a des enfants qui retrouvent leurs parents parce qu'ils travaillaient trop, puis là, ils sont avec leurs parents. T'as des gens aussi que... Tu sais, comme moi, j'ai jamais eu autant de projets depuis qu'on est en confinement, parce que faut que je trouve de quoi faire. Je suis pas capable de rien faire. Fait que j'ai plein de projets que je pouvais pas faire avant, que je peux faire maintenant. Je me retrouve des fois même à dire « Hey, j'espère que ça finira pas tout de suite, parce que j'ai pas eu le temps de finir. » mais je pense que dans tout ça, il faut quand même voir, parce que je sais que c'est dramatique tout ce qui arrive, il y a des gens qui meurent et tout ça, c'est pas drôle. Mais je pense que les gens sont capables de trouver le positif dans tout ça. De recommencer à manger en famille. De ton côté personnel à toi, comment ça a changé ta vie? Juste avant, j'allais poser une question. Ça se peut-tu que la vie nous parle à travers ça? Je pense Je pense que la vie nous parle à travers ça. Je pense qu'on apprend, là. On a une belle leçon. Absolument. Je suis convaincu de ça. La vie nous parle à travers ça. Appelle ça comme tu voudras, là, la vie, l'énergie. Il y a un message qui se passe actuellement. Tu as raison, c'est plate parce qu'on voit que ça a des dommages collatéraux qui sont durables. Il y a des gens qui décèdent de ça. Mais overall, je pense qu'il y a la vie nous parle. Merci beaucoup, Luc. Puis merci de ton travail. Puis j'espère que toi et ta famille, vous allez bien vous en sortir aussi avec tout ça. On tombe un peu dans l'humour parce qu'on a un collaborateur de Saint-Tite qui s'appelle Alex Hamel, qui fait des entrevues avec des humoristes de la relève. Et on a justement une capsule avec lui. Fait qu'on regarde ça, puis on vous revient après la pause. En direct de son confinement à Saint-Tite. Il a eu le temps de se sauver de Montréal. Mesdames et messieurs, accueillez... je suis tout seul, ça. Mesdames et messieurs, Alex Hamel. Allô, Norm! Hey, je vais prendre la clap dans ma tête. C'est correct. Je suis bien poudré en ce moment, tout seul chez nous. Fait que j'imagine des choses. Il y a du monde qui applaudit. C'est incroyable. Oui, je me suis sauvé de Montréal, chez nous, là, à Saint-Tite. C'est plus calme ici, je vais te le dire. C'est vraiment plus calme. Il y a moins de gens. Ça sent la mort un petit peu. C'est ça qui se passe. À défaut de sentir le cheval? À défaut de sentir le cheval, oui. En effet, en plus que le festival est annulé, là, oui. C'est ça. Ça sent plus le cercueil tranquillement. C'est-tu une bonne nouvelle pour vous autres ou pas? Ça va-tu donner un petit break un an? C'est sûr, ceux qui font de l'argent, c'est moins le fun, là. Oui, pour les gens qui vivent à Saint-Tite, moi, je vais te le dire, moi, j'ai jamais aimé ça vraiment, le festival, parce que, je vis dans le centre de Saint-Tite, fait que c'est des gens qui arrivent et qui... C'est dégueulasse, on va se le dire. Le festival, en soi, ça a l'air beau quand t'arrives, mais à l'intérieur, c'est dégueulasse. C'est comme quand tu vois quelqu'un dans un party tout maquillé, c'est beau, puis quand t'arrives chez eux, oups, c'est dégueulasse un peu. Là, c'est ça qui se produit avec le festival Western. Mais moi, j'aime pas ça. Je me réveille le matin, il y a du monde qui a vomi, il y a de la bière partout, c'est dégueulasse. Fait que là, j'ai la tranquillité d'esprit chez nous, je suis sain, ça va être beau, j'ai hâte de voir ça et de quoi ça a l'air Saint-Tite au mois de septembre. Ça veut dire qu'il n'y aura rien. Comme d'habitude, ça veut dire, je n'ai pas tant hâte de ça. Je vais être à Montréal de toute façon. Mais bref, j'ai bien le confinement. Là, je suis chez nous, comme je disais. Puis j'ai préparé une petite capsule cette semaine, Norm. J'allais parler avec Catherine Etier. Je ne sais pas si tu connais. Je connais pas, je vais découvrir avec ta capsule. Mais Catherine Etier est en train est en expansion actuellement, on la voit de plus en plus, et elle fait des chroniques à la radio, à la télé, on l'a vu à Codef, elle est à Radio-Canada régulièrement. Elle a commencé à faire de l'humour aussi, c'est là que je l'ai plus rencontrée. C'est une fille que je trouve extrêmement drôle, extrêmement intelligente. C'est d'ailleurs sur un plateau télé de l'open mic c'était à l'open mic de Jay du Temple que je lui ai parlé un petit peu, et ça a donné ce résultat-là. Ben, on regarde ça. Tell me something, boy. J'ai remarqué que les gens te décrivent comme étant une femme de mots. Peux-tu m'en nommer? Pelvis, bibliothécaire,
La puerta está amarilla, ça veut dire la porte est jaune, je pense en espagnol. Puis je pense qu'on a fait le tour des mots. Wow, la prophétie est donc vraie. Je pense que tout ça est très vrai. Les cristaux le disent. Le murmure à travers les saules. Lors d'une entrevue crue pour Urbania, tu as posé la question suivante et je te la relance aujourd'hui. Oui, si tu pouvais pousser une fille de Codef dans les marches pour lui voler sa carrière, ce serait laquelle? Ah, mais là, pousser quelqu'un dans les marches, ben là, pour avoir sa vie, en ce moment même, là, je pousserais allègrement Marina Bastarache en bas des marches parce qu'elle est tout le temps en train de flotter quelque part en Italie ou sur une mer du Sri Lanka avec des messieurs qui conduisent des bateaux. Ça me plairait bien là, d'être à sa place en ce moment. Fait que j'y sacrerais un coup de pied dans le bassin, sans remords. Quel serait le nom de ta biographie? Ce serait... elle n'a pas inventé les springs après les sauterelles, mais elle était fine. Je sais pas si les gens vont le lire, mais ça va être ça. Si tu étais politicien, Ah, je serais bien coiffée en tout temps. Je pense que c'est ça les qualifications que ça prend, une coiffure. Si tu étais un homme? Je serais capitaine d'un bateau. Je sais pas, je pense que je passerais tout mon temps à faire ça. Ce serait pas obscène pour une fois. C'est ça que je ferais. Les gens seraient surpris de savoir que tu... Les gens seraient surpris de savoir que... Ben, les gens sont tout le temps déçus quand ils me rencontrent, en fait. Pourquoi? Ça, ben, je sais pas, tu sais, ben, je sais que je suis un petit peu, tu sais, j'ai une petite armure devant la caméra, j'ai un personnage, mais en vrai, je suis bien plate. Déjà, je déjeunais avec ma mère dans un restaurant, c'était juste deux, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire que j'étais plus plate dans la vie qu'à la télé, mais tu sais, je mangeais pas avec cette personne-là. Fait que les gens, des fois, sont surpris de se rendre compte que je suis plate quand je déjeune. Quel est ton plus grand rêve? C'est des grandes questions. Mon plus grand rêve, c'est, en ce moment, là, c'est plate, c'est de me débarrasser d'une petite souris qu'il y a chez nous depuis 2 mois. Ah oui? Ben, c'est parce que je veux pas la tuer. Je suis pas capable de la tuer. Je suis pas capable de... On a tissé une relation, elle s'appelle Benito. J'ai décidé que c'était un mâle. Elle est longue comme... Je sais, là, vous allez vous dire, elle est dégueulasse, Catherine Etier, mais c'est parce que je peux pas... C'est comme j'ai le goût d'y mettre des petits bas, des petits chapeaux, puis des petits mascaras. Elle est belle, elle est cute, puis elle fait... Elle arrête pas de crier, on communique. Puis là, ben, je suis pris parce qu'on a développé une relation, puis je sais pas quoi faire. Mon plus grand rêve, c'est que tout ça soit pas jamais arrivé. Pour finir, Catherine, je te laisse finir l'entrevue. Tu fais ce que tu veux, c'est à toi. Ah non. OK. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Je sais plus qu'est-ce qu'elle dit après. On va chanter comme Bradley. Or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling into the good times. Je me rappelle plus des paroles. Je pense que ça va être ça. Ça sera pas humide, ça sera pas gênant comme fin. Hein? Ça sera pas gênant pour personne. Fait que je vais déposer le micro, puis je vais quitter. Maintenant. Wow! Quand même, elle a une belle voix. Hein? Ben oui, hein, non seulement elle est drôle, intelligente, elle chante bien en plus à toutes, elle. C'est étonnant, les gens comme ça. Moi, j'essaie de faire des blagues, j'y arrive, mais demande-moi pas le reste. Là. Je peux pas, j'ai de la misère à cuisiner. J'ai fait brûler du craft dinner cette semaine, je fais juste cuisiner, je ratouche. Il y a des gens qui ont trop de talent, elle, c'en est une. Si vous la connaissez pas, allez la découvrir, elle est sur Facebook, Instagram et partout, Catherine Etier. Elle est excellente. Je vous conseille de la suivre de près. Et si on veut savoir des trucs sur toi, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est sur Facebook, Instagram, Alex Hamel, humoriste, sinon la nouvelle plateforme TikTok, je suis un peu là-dessus. Puis allez voir là-dessus, je fais des blagues, éventuellement j'en fais sur une scène, si on peut revenir un jour, c'est tout le temps le fun, tu viens, tu regardes mes blagues, on rit, on s'amuse, après ça on joue à Cranium, on sacrifie une chèvre, puis on se retrouve dans le parking du IGA, puis on fait des combats de poules. Ben, à la prochaine, puis on se revoit peut-être à la prochaine émission. Ça marche. Hey, salut Norm, bon confinement. Ciao, toi aussi. Hey, moi, je voudrais remercier nos commanditaires. On a
des gens comme la ville de Shawinigan, justement, qui, vous les avez vus dans la pub, qui nous aident depuis le début. On a aussi le Trou du Diable qui vient... Ben là, on n'en a pas eu, mais habituellement, on donne des bières à nos, à nos invités. On a aussi Mur Design qui nous a fourni les décors qu'on voit pas en ce moment, mais qu'on a habituellement dans les locaux, ainsi que Hélène Lafontaine qui a fait les toiles dans les décors. Ceux qui ont vu les autres émissions, il y a des belles toiles qui sont derrière les fenêtres. C'est Hélène Lafontaine qui a fait ces toiles-là. Et puis, on a le DGA, puis le Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins-Shawinigan qui nous prête les locaux pour faire ces tournages-là. Et on est vraiment contents et choyés d'avoir ces endroits-là. Si vous voulez nous aider à continuer à faire ces émissions-là, vous allez sur patreon.com/chez-norm. Et là, vous pouvez vous abonner. Vous aurez droit à quelques petites récompenses, soit des émissions en avance ou peut-être des émissions juste pour vous. Et puis nous, ça nous permet de financer un peu cette aventure-là. Alors, je vous laisse là-dessus et puis on se voit à la prochaine. Au revoir.